Bonsoir à tous et bienvenue sur Géopolitique Profond pour votre émission du dimanche soir. Je suis très content de recevoir pour la deuxième fois, pour tout vous dire, Pierre Debrun, parce que nous avions déjà enregistré une émission sur le thème que l'on va développer ce soir. Mais que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, vous avez tous vu l'actualité, c'est-à-dire la rupture entre Donald Trump et Elon Musk. Donc, ça nous semblait important, même si nous n'avions pas vraiment abordé cette question de la relation entre Trump et Musk. Il était important, je pense, peut-être de pouvoir faire quelques commentaires sains sur cette situation pour calmer un peu les ardeurs ou savoir un petit peu comment il faudrait se positionner pour observer la situation. Et comme je l'ai présenté, je le salue. Très content de te recevoir. Bonsoir Pierre et merci d'être là. Merci Raphaël et merci à tous vos auditeurs. Et effectivement, on remet le couvert parce que bon, l'actualité est chaude. L'actualité est très chaude, donc je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, même ça me semble un peu difficile, on a eu un grand clash là qui risque d'évoluer pendant plusieurs semaines entre Donald Trump et Elon Musk à cause de ce qu'on appelle le BBB, le Big Beautiful Bill, qui a été adopté. Donc c'est un décret qui annonce des mesures budgétaires importantes avec des coupes de taxes, des suppressions de subventions et donc une augmentation du déficit américain, ce qui a été un des arguments principaux de désaccord de Elon Musk, ce qui n'est pas du tout la question des subventions qui pourraient toucher Tesla. Elon Musk lui-même ayant dit que les subventions, il n'était pas forcément pour parce qu'il se considère comme une entreprise extrêmement compétitive, mais il craint fortement le risque de récession et les impacts économiques, car il représente initialement au sein de l'administration Trump, et on va pouvoir parler, on va présenter le numéro 451, si je ne me trompe pas, 541, pardon. Voilà, j'ai inversé de faits et documents qui permet de présenter les différentes personnalités de l'administration Trump. Donc, je pense plus important que jamais en tenant au courant de cette actualité. Donc, il y a eu cette rupture et tout le monde a pu voir les messages d'Elon Musk sur les réseaux, sur son réseau X. C'est d'accuser Donald Trump d'expliquer qu'il est dans les dossiers Epstein et c'est pour ça que l'affaire n'a jamais été rendue publique. Et aussi, il a exprimé son soutien envers J.D. Vance en expliquant, en soutenant des messages postés sur X qui déclarent que Donald Trump devrait être destitué ou remplacé par J.D. Vance. En tout cas, donc on voit une véritable rupture des deux personnes, telle une relation voilà, vraiment fougueuse où Elon Musk avait déclaré envers Donald Trump qu'il était aussi amoureux dans les limites de l'hétérosexualité, mais profondément amoureux de Donald Trump. On a pu voir même la dernière apparition d'Elon Musk au sein du bureau ovale lors de la séparation, lorsqu'il a quitté le Doge, où d'ailleurs plein de théories sont apparues avec la théorie du Black Eye, mais on a vu en tout cas un Elon Musk dans un état assez étrange, même de santé, de concentration. Donc il y a eu une explosion. Et c'est donc première question, Pierre, avant de prendre l'occasion de cette actualité pour en revenir aux différents profils qui ont pu être développés dans ce numéro ainsi que les précédents pour Elon Musk de Faits et Documents. Quel est ton regard sur cette actualité? Qu'est-ce que ça nous permet en tout cas de poser comme cadre d'analyse? Il y a beaucoup de choses à dire. Ça paraît complexe et en même temps, ça peut être simple. Alors moi, si je veux essayer de simplifier en m'appuyant sur le travail qu'on a fait dans Faits et Documents, c'est-à-dire travail de biographie, de biographie politique. Donc, comme tu l'as dit, on a travaillé sur le portrait d'Elon Musk. Donc, c'était un gros portrait, évidemment, parce que c'est une personnalité qu'on ne saurait réduire, on va dire. Et on a travaillé aussi, on en parlera peut-être en miroir sur le portrait de Thierry Breton, mais ça, on y viendra dans un second temps. Mais c'est intéressant pour comprendre ce qui se joue fondamentalement, j'ai envie de dire, politiquement au niveau de la sphère occidentale. Et donc, on a travaillé, comme tu l'as dit, sur les portraits, les biographies des principaux membres de l'administration Trump 2, c'est-à-dire le deuxième mandat de Donald Trump, qui sont derrière moi. Et en s'appuyant sur tout ça, effectivement, ça peut nous donner une certaine grille de lecture et certains éléments. Ça peut nous aider à décrypter ce qui est en train de se jouer, même si le but, ce n'est pas d'être péremptoire sur ce qui se passe là ces jours-ci, en disant je suis sûr que je suis dans le secret des dieux, c'est l'explication entre Trump et Musk, c'est ça, ça, ça. Je te dis, je veux rester assez factuel. Alors, là, je disais, c'est compliqué et en même temps c'est simple. C'est simple parce qu'on peut voir la chose comme suit, c'est-à-dire il y a deux interprétations possibles. Soit c'est une vraie embrouille, soit c'est un faux clash, c'est une fausse chicane, comme dirait l'autre. Alors là, il y a des éléments qui attestent, qui peuvent accréditer les deux thèses. Donc si tu me permets, je vais donner les éléments qui peuvent attester, par exemple, que c'est une vraie embrouille entre Donald Trump et Elon Musk.
Alors, ce qui pourrait aller dans le sens d'une vraie embrouille, d'un vrai clash, d'une vraie rupture entre Donald Trump et Elon Musk, à mon avis, c'est déjà une différence de caractère, une différence de psychologie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a d'un côté, mais tout ça, c'est cohérent hein, d'un point de vue politique. On a d'un côté Elon Musk qui est quand même connu pour être un fonceur, même limite un peu bourrin, impatient, là qui se montre ces jours-ci assez capricieux. Bon, voilà, il est un peu ingérable. Alors après, il y a des rumeurs sur, bon, voilà, effectivement, sa consommation de drogue. Moi, je suis pas. Je me méfie un peu de. On sait, c'est attesté, il avait fumé un joint chez Joe Rogan, tout ça. Bon, mais je me méfie. La théorie principale, enfin, en tout cas, l'argument principal, c'est pas forcément le fait de fumer un joint, c'est plutôt qu'il a reconnu consommer de manière régulière sous prescription médicale de la kétamine pour pouvoir gérer les sauts d'humeur, la fatigue, mais à toute petite dose. Et une des questions qui avait été posée, je ne sais plus si c'était devant quelqu'un issu de CNN, j'ai peur de me tromper sur le média, mais c'était en tout cas une grande chaîne d'information. Et le journaliste avait posé la question, et vous n'avez pas peur de vous tromper dans le dosage ou d'y aller un peu trop loin? Il a dit non, je crois que tout se passe bien. C'est ce qui permet d'alimenter en tout cas tous les questionnements sur la stabilité mentale et chimique d'Elon Musk. Oui, non, mais je sais bien, mais simplement, je dis qu'il y a une forme de propagande anti-Musk qui tend à le faire presque passer là, j'ai vu dans le Wall Street Journal, ils le font presque passer comme pour un junkie, tu vois. Bon, le crackhead dans l'histoire, c'était le fils de Joe Biden, c'était Hunter Biden, le vrai crackhead. Et Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde, peut-être l'homme le plus riche de l'histoire. Il a la tête, on en parlera, il a la tête des entreprises les plus probantes des années à venir en termes presque civilisationnels. En tout cas, c'est son espoir. Bon, je ne peux pas le réduire à un schlag, tu vois. Je peux pas le réduire à un drogué. Mais bon, on va dire que ça participe d'une certaine personnalité. Il y a aussi le fait qu'il soit, apparemment, c'est lui qui l'a dit, hein, qu'il était autiste Asperger. Bon, tout ça, voilà, ça dessine une psychologie de mec un peu ingérable, potentiellement un peu ingérable. Je te disais, il y a son côté un peu fonceur, un peu bourrin, qui est attesté par le passé, notamment dans ses relations avec Peter Thiel à l'époque où ils étaient tous dans la PayPal Mafia. Et ça, c'est un petit fait biographique qu'on rapporte dans Faits et Documents. La gestion de PayPal lui avait été plus ou moins retirée par Peter Thiel parce que Musk voulait foncer dans le tas et se servir de PayPal pour faire une véritable révolution monétaire. Tu vois, il s'en servait comme d'une révolution anti-banque, tu vois, comme un outil anti-banque. Donc, il était quand même déjà, tout début des années 2000, il était déjà, je te dis, un peu bourrin, tu vois, un peu bourrin. Donc, il y a peut-être ce côté-là qui joue. Après, il y a aussi le fait que c'est une autre mentalité en termes, on va dire, de structuration professionnelle. C'est un ingénieur, hein, Elon Musk, dans les grandes lignes. Donc, c'est aussi une autre manière de penser, tu vois, c'est très carré, tac, 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 il faut faire ci, il faut faire ça. Alors qu'à la différence de Donald Trump, comme on le sait, c'est un négociateur, c'est un promoteur immobilier fondamentalement, c'est une autre psychologie, c'est une autre approche. Et là, on a peut-être une opposition, peut-être une rupture entre un Trump vieillissant, parce que ça, c'est les attaques de Musk qui sont pas récentes hein, sur Trump l'octogénaire, il faut qu'il laisse la place, il est trop vieux pour gouverner, etc. Donc, on a peut-être ce côté, le jeune fougueux, et de l'autre, effectivement, un Trump un peu vieillissant, un peu plus gestionnaire, et qui est plus, effectivement, lui, sur la négociation. Donc, voilà, on a deux psychologies, deux caractères un peu différents, et ça pourrait aller dans le sens de, eh ben voilà, la rupture ne repose pas sur rien, et il y a peut-être quelque chose. Après, plus fondamentalement, je pense qu'il y a une différence d'agenda entre les deux. Et ça, c'est le cœur du sujet, c'est le fond du sujet. Alors, la différence d'agenda, c'est que Musk, lui, il est mu par un projet de révolution civilisationnelle. Je ne sais pas comment le dire autrement pour que tout le monde comprenne la portée de ses ambitions, quoi, tu vois. Et dans son projet de révolution civilisationnelle, Musk, même planétaire, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, Musk, il a cette volonté de purger, cette volonté de mettre en place un pouvoir fort, presque absolutiste, et puis plus concrètement d'abandonner définitivement ce qu'on appelle le républicanisme, c'est-à-dire les vieilles structures, l'inertie, on va dire des partis politiques traditionnels, voilà, se détacher du parti républicain tel qu'il l'est. Et d'ailleurs, Musk, là, dans l'embrouille, a commencé à tweeter un peu dans ce sens, en disant, bon, on va créer
on va créer notre propre parti. Je crois qu'il a dit on est les 80% entre les deux, entre le Parti républicain et le Parti démocrate. En fait, on est 80%. Et si on faisait notre propre parti, alors à voir si c'est sérieux ou si c'est pas sérieux, mais à mon avis, ça révèle quand même une volonté de fond. C'est-à-dire que lui, il est quand même dans cette démarche-là de faire tout péter et passer à un stade supérieur. Alors que Trump apparaît, lui, au niveau de son agenda, dans une optique de, moi je appellerais ça plutôt pas de révolution, mais de mutation. C'est-à-dire qu'il veut faire muter le Parti républicain, mais il veut le conserver. Donc il y a quand même un côté conservateur. Il veut faire du Parti républicain un parti populiste. En tout cas, c'est ce à quoi ressemblent ces interventions des dernières années, ces actions des dernières années, et même ces nominations, les nominations des ministres qui sont derrière, même si tout est un peu à double tranchant et tout est un peu ambigu. Et donc, à mon avis, il y a cette différence d'agenda qui dit beaucoup entre Musk, encore une fois, qui est lui sur un truc civilisationnel, et Trump qui apparaît lui plus conservateur. On garde le Parti républicain, on le transforme, voilà. Donc ça à mon avis, ça marque aussi peut-être la rupture. Et puis après, il y a quelque chose de plus conjoncturel qui attesterait le fait que c'est une vraie embrouille, c'est qu'on a vu qu'il y a quand même une montée des tensions ces derniers mois. C'est parti déjà des droits de douane. L'affaire des droits de douane, ça c'était en avril. Musk a commencé à faire des petites sorties en disant que voilà, il n'était pas, ça affectait potentiellement ses intérêts. Il poussait pas le projet, on va dire. Après, il y a un fait un peu moins connu qui est que le refus de Trump de nommer un proche de Musk à la tête de la NASA. Apparemment, ça aurait marqué Musk, mais bon, c'est difficile à dire. Un proche qui s'appelle Jared Isaacman, que Musk voulait placer. Et on sait à quel point la NASA, fondamentalement, foncièrement, est importante pour Musk, dans son imaginaire même, j'ai envie de dire. Et pour SpaceX? Et après, pour SpaceX, mais même la NASA, c'est vraiment son objectif d'enfant, en fait. Tu vois, c'est quelque chose, ça le constitue, ça le dépasse. Pour lui, c'est la cristallisation de son être, hein, j'ai l'impression. Hein, vraiment, c'est ce que ça représente. Yeah.